Bien, parfait. Eh bien, merci. Merci pour l'invitation. Déjà, dans ce cycle sur les universités, que je trouve assez intéressant comme démarche déjà. Donc, oui, je suis Aline Watsing, je suis donc historienne des sciences et mes objets de recherche depuis effectivement ma thèse sont le monde universitaire. Je suis aussi chercheuse et formatrice dans un organisme de formation pour l'ESR qui est Ad hoc Métis. Je reste aussi attachée au Centre de sociologie des organisations, où du coup, j'ai mené des recherches aussi sur la gouvernance des universités, etc. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce soir, avec Clémentine, c'est de porter nos regards en fait sur deux moments dans l'histoire de l'évaluation des universités. Puisque même si on ne va pas forcément faire que de l'histoire, on va poser notre regard sur deux régimes d'évaluation du passé. Probablement que si vous connaissez l'évaluation des universités aujourd'hui, vous avez déjà entendu parler de l'HCERES. Vous connaissez probablement aussi, peut-être que vous avez entendu parler de son ancêtre direct, qui est l'AERES, donc l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui a existé donc entre 2007 et 2013, avant son remplacement par l'HCERES. Mais je suspecte que vous n'avez probablement pas beaucoup entendu parler de son ancêtre d'encore avant, qui est le Comité national d'évaluation des universités, qui a existé dans les années 80-90. Et du coup, sur lequel j'avais fait une thèse et dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que toutes les deux nous voulons aborder ce soir, ce sont finalement ce que j'affiche ici en termes de plan, donc 3 éléments, 3 questions que nous nous posons. La première, en quelque sorte, d'où vient l'évaluation ? Donc, quels sont ces moments réformateurs dans l'ESR, donc dans l'enseignement supérieur à la recherche, qui donnent lieu à cette émergence d'instances de l'évaluation ? Donc de se questionner un peu sur les contextes de création, sur qui est à la manœuvre aussi, en quelque sorte. Deuxièmement, quelle a été la mise en œuvre de l'évaluation ? Qu'est-ce qui, dans ces processus d'évaluation, est valorisé ? Qu'est-ce qui n'est pas valorisé ? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont véhiculés, et si oui, lesquels ? Et troisième question que nous souhaitons aborder ici, c'est qu'est-ce qu'il en est des conséquences et des impacts de ces régimes d'évaluation-là sur le monde universitaire, la recherche, les établissements, les laboratoires, etc. Pour porter un regard là-dessus, les organisateurs de ce cycle sont venus chercher donc 2 personnes qui, en fait, ont le point commun d'avoir mené leur thèse sur ce sujet. Et donc, peut-être aussi quelque chose à préciser, c'est que je pense que c'est tout autant le cas pour Clémentine, mais elle pourra confirmer. Ce n'est plus mon objet de recherche depuis ma thèse, en quelque sorte. Et donc, ce que je vais pouvoir vous présenter là ce soir se fonde notamment sur les recherches doctorales menées. Et du coup, je prends aussi plaisir à rééchanger avec Clémentine à ce sujet, ce matériau de recherche duquel on s'était un petit peu éloigné. Donc, pour ma part, j'avais fait une thèse sur l'émergence, l'apparition d'instances d'évaluation des universités en France et aux Pays-Bas dans les années 1980. Et ce soir, je vais vous parler uniquement du cas français. J'ai l'impression que c'est ce qui nous intéressait le plus ici dans ce cadre. Et donc, encore une fois, pour un petit peu présenter l'ordre dans lequel je propose de procéder, c'est premièrement un peu essayer de répondre à la question de d'où vient l'évaluation des universités en France. Deuxièmement, comment se met en place et qu'est-ce qui se met en place en fait quand on parle d'évaluation des universités dans ce cadre que j'ai étudié. Ce que je propose de faire directement, c'est de en fait mettre à distance un petit peu ce mot évaluation, parce que si on plaque notre compréhension de l'évaluation des universités d'aujourd'hui sur ce que je vais vous raconter là sur les années 80-90, il va peut-être y avoir des décalages. Et donc, pour ne pas trop risquer l'anachronisme, je vous propose d'essayer de comprendre ce que évaluer finalement voulait dire dans les années 80, dans le contexte du Comité national d'évaluation. Et enfin, avant de passer la parole à Clémentine, je voudrais dire quelques mots des évolutions que vit ce régime d'évaluation-là, donc celui du Comité national d'évaluation, le CNE, à la fin des années 90.
Voilà, eh bien, commençons directement. Sur cette première question, d'où vient l'évaluation des universités en France? Il y a plusieurs éléments dans la généalogie du CNE. Mais il y a, dans un premier temps, ce que je veux vous présenter là, le programme réformateur d'un homme qui a été mandaté par Mitterrand directement à son élection pour rédiger le rapport du bilan, en tout cas la partie du rapport du bilan qui concerne le SR, donc dès 1981, et qui est cet homme, c'est Laurent Schwartz, que vous voyez ici. Il n'était pas seul, il a consulté des personnalités pour rédiger ce rapport, mais il le dit lui-même dans l'introduction du texte, et on le comprend assez vite en regardant ce rapport, qu'il a pris une place assez importante dans ce rapport. Il y a beaucoup sa voix qui est portée, et par ailleurs, il avait un programme pour l'université, avec un grand U, qu'il a aussi transcrit dans d'autres textes. Laurent Schwartz, c'est un mathématicien, détenteur de la médaille Fields, donc mathématicien avec une certaine renommée dans son champ disciplinaire. Il a été sollicité par Mitterrand notamment pour son engagement politique à gauche et notamment pour son engagement anticolonial. Qu'est-ce qu'il nous dit Laurent Schwartz, dans son texte, donc dans ce rapport du bilan, mais aussi dans d'autres ouvrages qu'il a écrits de manière assez contemporaine? J'ai essayé de faire ressortir un peu les concepts clés qui ressortent de son analyse et de son programme réformateur, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en 1981, les universités sont submergées. Elles sont submergées. Donc là, il évoque le contexte que vous avez déjà évoqué dans plusieurs autres conférences de ce cycle, qui est celui de la massification ou démocratisation, ou à tout le moins expansion démographique du monde universitaire en France depuis les années 60-70. Donc, son constat, c'est que les universités sont submergées et donc elles doivent se diversifier. C'est-à-dire qu'on ne peut plus uniquement former des universitaires à l'université, ça ne marche plus. Et donc, il faudrait instaurer ce qu'il appelle une sélection-orientation à l'entrée des universités pour aider les étudiants qui sont divers, qui sont nombreux, à se retrouver dans l'offre de formation qui existe et à trouver chaussures à leurs pieds, en quelque sorte. Car ce qu'il constate, c'est qu'actuellement, il y a une sélection par l'échec et donc il veut y remédier avec ce qu'il appelle ici une sélection-orientation. Et donc, les universités, pour répondre à ça correctement, il faudrait qu'elles créent des nouvelles formations. Or, comme il dit, les réglementations nationales sont intenables et empêchent les universités de créer des nouveaux cursus, de nouveaux diplômes, des nouvelles formations. En tout cas, il y a des contraintes importantes au niveau du ministère, au niveau des administrations centrales à ce moment-là, pour créer des nouvelles formations. Et pour créer des nouvelles formations, ce qu'il dit aussi, c'est que les universités, elles ont besoin de feedback. C'est le terme qu'il utilise. Elles ont besoin de feedback pour pouvoir tenir compte de leur environnement, c'est-à-dire des étudiants, de la demande sociale, des employeurs. Et selon lui, c'est l'évaluation qui peut fournir ce feedback sur l'environnement des universités. Donc jusque-là, nous dit Schwartz, il y avait des formes d'évaluation de l'ESR. Il y avait des rapports qui étaient produits sur la qualité de la recherche pour la comparer au niveau international. Il y avait des audits qui étaient menés sur les organismes de recherche par leur ministère de tutelle. Mais tout ça, dit-il, c'était de l'expertise froide. Ça se faisait dans le secret. Et donc, voilà, j'espère que vous entendez un petit peu les guillemets que j'essaye de mettre quand je cite ces termes. Et donc, pour lui, c'est pas de ça qu'on a besoin pour les universités. Il faut mettre en place une évaluation qui soit instaurée dans le dialogue, qui soit démocratique, qui apporte un petit peu d'objectivité et qui fasse participer les principaux intéressés à ces évaluations-là. Il veut donc que les universités soient visitées par des comités externes qui soient au-dessus des mêlées politiques internes pour pouvoir mettre au jour les fonctionnements internes de chaque université et les dysfonctionnements internes de chaque université. Donc pour lui, l'évaluation, c'est un outil pour faire advenir les universités qu'il prône, c'est-à-dire une université qui puisse sélectionner, orienter les flux étudiants dans des formations diverses qu'elle a choisi de proposer,
Et donc une université autonome, une université qui puisse tenir compte de son environnement, donc des étudiants, de la demande sociale, des marchés de l'emploi, qui est donc un feedback. Voilà le programme de Schwartz. Je vous ai dit, ce n'est pas le seul élément de la généalogie du CNE, mais il est assez important, notamment parce que ce même Laurent Schwartz va se retrouver à la présidence du CNE une fois qu'il sera créé. Or, il ne faut absolument pas voir le CNE comme une application pure et simple du programme de Laurent Schwartz. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a deux autres éléments dans cette généalogie que je veux souligner ici. C'est les travaux de la conférence des présidents d'université, la CPU, et puis la loi Savary, qui va instaurer le Comité national d'évaluation. La CPU, donc ça aussi, je pense, c'est un sujet que vous avez déjà un petit peu évoqué. La fonction même de président d'université existe depuis la loi Faure de 68. Et donc, dès le début des années 70, les présidents d'université s'organisent et discutent entre eux et travaillent notamment pour promouvoir l'idée de l'autonomie des universités. Un programme qui va finalement avoir des points de contact, de nombreux points de contact avec le programme de Laurent Schwartz que nous venons de voir. Cette CPU, dans ces années-là, dans ces travaux, va avant tout mettre en avant une idée d'autonomie budgétaire. Donc l'idée que les universités doivent être plus autonomes, avoir plus de marge de manœuvre, avoir plus la main sur leur budget et de comment est-ce qu'ils allouent leur budget. Ils vont notamment faire émerger l'idée de contractualisation dans ces années-là, c'est-à-dire la possibilité pour les universités de souscrire à des contrats avec l'État qui leur permettraient d'avoir ensuite la main sur leur budget qui leur serait alloué. Ce que dit la CPU à ce moment-là, c'est qu'il faudrait une entité indépendante à ce moment-là qui puisse formuler un jugement pour accorder ou refuser des moyens à chaque université. Et donc, dans cette idée de politique contractuelle, il faudrait un intermédiaire et, comme ils disent, un ménisque entre l'État et l'université. Donc, une charnière, si vous voulez. Donc, dans leur programme, il y a aussi cette idée d'autonomie, il y a aussi cette idée d'évaluation. Et ici, l'évaluation, elle sert à quoi? Elle servirait à la contractualisation entre université et État, et donc à l'autonomie budgétaire des universités. Donc, tous ces programmes sont des programmes pour l'autonomie des universités, et derrière autonomie, ils mettent évidemment des significations différentes. Chez Schwartz, diversifier les cursus, les diplômes. Chez la CPU, une autonomie budgétaire. Ces programmes sont importants pour comprendre l'émergence de l'évaluation des universités, mais ce sont des programmes qui ne seront pas retenus dans la loi Savary de 1984. Donc déjà, pour dire un peu comment ça finit. La loi Savary, donc voilà, oui, vous avez Alain Savary en photo, c'était ça, et René Rémond qui était premier vice-président de la CPU à ce moment-là, donc président de l'université de Nanterre à ce moment, où il y avait toutes ces discussions sur l'autonomie. Et donc voilà, je voulais vous dire un peu cette loi Savary, à quoi est-ce qu'elle aboutit. Elle a eu une gestation difficile, notamment autour de cette notion de sélection des étudiants. Idée qui n'était absolument pas compatible avec le programme du PS à ce moment-là. Donc une opposition des syndicats, des contestations étudiantes en 1983, etc. Et donc la loi Savary en 1984, elle va parler d'autonomie. Il y a ce mot qui apparaît effectivement beaucoup dans le texte de loi, mais de fait garde une mainmise étatique importante sur la plupart des fonctions universitaires, donc notamment sur la diplomation. Donc ça continue à être décidé au niveau de l'administration centrale et une mainmise sur les budgets. Et donc les universités n'obtiennent pas d'autonomie budgétaire à ce moment-là. Laurent Schwartz est très déçu de cette loi Savary. Il dit, voilà, c'est un texte qui refuse la sélection, qui refuse une vraie diversification des universités, qui reste, comme il dit, donc, dans l'égalitarisme primaire, donc à penser que chaque université devrait être pareille. Voilà son jugement. Mais la loi Savary met en place une évaluation. Elle met en place le CNE et la possibilité théorique pour les établissements de contractualiser avec l'État.
Donc, dans l'idée que les universités devraient avoir la possibilité d'obtenir des financements des collectivités territoriales, etc. Mais la loi ne dit absolument rien sur la forme ou les contenus que ces contrats pourraient prendre, ne parle pas non plus de comment est-ce qu'on couplerait l'évaluation à la contractualisation. C'est que par un décret du coup, de 1989 que la contractualisation va être mise en place. Et ce que je précise aussi d'emblée, c'est que l'évaluation qui sera mise en place avec le CNE va rester complètement déconnectée de la contractualisation, même après 1989. Et donc, ces personnes-là qui avaient des projets réformateurs sur le sujet, donc Laurent Schwartz, René Rémond et d'autres personnes investies dans la CPU, disent que le seul élément positif, selon eux, qu'ils ont sauvé pour l'autonomie des universités dans la loi Savary, c'est le CNE, c'est ce comité d'évaluation. Et donc, on voit, il y a aussi, dans cette période-là, du début des années 80, une forte collusion entre le CNE et la CPU. Et c'est pour ça que je propose ici de vous présenter le CNE comme un outil réformateur sans sa réforme, en fait. Donc, un instrument d'autonomie, mais sans possibilité réelle d'autonomie. Un outil de coopération, mais sans les contrats. Et donc, est-ce que c'est une coquille vide? C'est un peu ça la question ici. Je vais tenter d'y répondre un petit peu dans la deuxième partie de cette présentation, puisque le CNE, il a quand même existé pendant presque une vingtaine d'années, et il a fait des choses. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est l'évaluation selon le CNE? Donc, il n'a pas de statut officiel, déjà, première chose, entre la date de sa création, donc 1985, et 1989, les 4 premières années. Il a donc des difficultés, notamment, pour le dire de manière très concrète, à faire payer les déplacements des experts qui viennent évaluer les universités. Donc, il dépend à ce titre-là du ministère. Et ce n'est qu'en 1989 que finalement, cette instance est vraiment pérennisée et obtient le statut souhaité donc d'autorité administrative indépendante. Pour vous dire un peu comment se présente cette instance. Donc, justement, déjà, ce statut d'autorité administrative indépendante va permettre au CNE d'être réellement placé entre le gouvernement et les universités. C'est justement la place qu'il souhaite prendre. Parce que, là encore, je vous ai un peu sorti des mots-clés de sa présentation de soi. Le CNE se présente comme ami et allié des universités contre l'administration centrale qui étouffe les universités. Et donc ça, c'est un discours très très fort qui reste, donc on voyait déjà un petit peu dans le programme de Laurent Schwartz, mais qui reste aussi tout au long des premiers mandats du Comité national d'évaluation, puisque il y avait cette idée que l'administration centrale pose trop de contraintes sur les universités qui donc ont du mal à créer des cursus, des nouveaux diplômes, des nouvelles formations. Le CNE insiste aussi sur le fait qu'il n'a pas de pouvoir de décision et qu'il va juger une politique publique dans son ensemble. Et donc, il va être sévère envers tout le monde, comme il dit, envers les universités, le cas échéant, mais aussi sévère envers le ministère. Qu'est-ce qu'il propose d'apporter au monde universitaire? Premièrement, un regard externe, sortir l'université de l'entre-soi, comme il dit. Et donc, quand je dis « il », c'est le CNE, donc tous les textes programmatiques collectivement écrits par cette instance. Il propose d'apporter une auto-évaluation et met beaucoup l'accent là-dessus. L'idée, c'est de permettre aux universités de faire un état des lieux sur elles-mêmes, d'avoir un état des lieux sur chaque université et puis de permettre à chaque université de mieux se connaître. Ensuite, elle se voit, cette instance, comme outil pour aider finalement la présidence, donc l'université, à formuler sa politique interne, comme ils disent. Et donc, en fait, c'est directement annoncé comme un outil de gouvernance pour la présidence, ces formes d'évaluation qu'il veut mettre en place. Et enfin, il se voit comme au service du public, et donc souhaite rendre des comptes aux usagers, c'est-à-dire les contribuables, les étudiants, les employeurs. Donc voilà, et j'insiste aussi vraiment sur l'objectif premier, c'est finalement d'aider les dirigeants universitaires à formuler
leur politique interne et à avoir plus de marge de manœuvre sur cette politique interne d'établissement. Une autre question pour un peu répondre à c'est quoi cette évaluation qui va effectivement être mise en place, c'est de se poser la question de qui est à la manœuvre aussi. Donc, il y a Laurent Schwartz que nous avons déjà évoqué avec son programme réformateur, mais il y a aussi tout un comité composé à chaque fois d'une quinzaine de personnes avec un mandat non renouvelable de 4 ans. Et donc, ça va continuer comme ça dans les années 80-90. Et si on regarde un petit peu, si on fait un peu une prosopographie, donc un regard un peu sur les parcours, les trajectoires, les biographies de toutes ces personnes qui vont être membres du CNE, c'est en fait une certaine élite du monde universitaire à cette époque-là, donc des académiques avec des fonctions de direction dans l'ESR. Donc j'ai ici juste les membres du premier comité pour avoir une petite idée. Mais donc, comme je vous dis, si on regarde tous les comités successifs de l'existence du CNE, donc ce sont, comme je disais, des universitaires qui ont eu des fonctions de direction, ce sont des hommes d'une 60aine d'années, donc ce qui donne aussi une petite idée de le moment dans leur carrière, qui ont été directeurs de laboratoires, d'instituts, présidents d'universités, en grande partie en tout cas, et donc ce sont en fait les pairs de ceux à qui va s'adresser cette évaluation. La plupart, ça ne se voit pas toujours ici sur les descriptifs de ces personnes, mais la plupart sont passés par des institutions prestigieuses dans le monde académique français. Une grande partie, notamment dans les premières 10 années du CNE, une grande partie sont des normaliens. Beaucoup sont passés par l'école polytechnique, sont passés par le Collège de France, par exemple. Donc voilà, un peu des institutions qui ressortent pas mal. On voit aussi qu'en termes de discipline, la physique ressort encore une fois dans les premières 10 années assez fort, avec une prépondérance de membres qui viennent de la physique, avec encore une fois un passage par des institutions prestigieuses, le CEA, l'IN2P3, donc l'Institut du CNRS qui travaille sur la physique nucléaire et des particules, des passages par le CERN aussi, donc voilà, j'abonde un peu dans cette idée d'institutions prestigieuses. Alors, la physique n'est pas seule, juste pour le préciser. Il y a toujours aussi plusieurs représentants des SHS. Et si on regarde un peu tout au long des mandats, des comités successifs, il va toujours y avoir la médecine représentée, le droit, les lettres, l'économie ou les sciences politiques seront à chaque fois présentes. Donc voilà sur un peu leur profil. Assez peu de ces membres du comité sont passés par le ministère. Il y en aura quelques-uns, mais pas beaucoup. Et ça vient encore alimenter ce que je commençais à évoquer tout à l'heure sur en fait une défiance réciproque assez importante entre le ministère et le CNE. Donc le CNE qui présente l'administration centrale comme un étau, une contrainte beaucoup trop forte, et le ministère du coup aussi qui a cette défiance par rapport à l'évaluation du CNE. Pour le CNE, l'enjeu, c'est dans la composition aussi de ces comités-là, c'est de surtout ne pas laisser penser que l'évaluation pourrait être utilisée pour la distribution des ressources aux établissements, ce qui effectivement n'est pas du tout le cas à l'époque, mais du coup, ils insistent beaucoup là-dessus. Alors, le CNE, c'est donc un comité, c'est ces personnes que je viens de vous présenter à grands traits, mais c'est aussi un bureau ou un secrétariat général composé de 12 à 15 personnes sur la période, donc ça fluctue un petit peu, peuplé donc de chargés de mission. Et ces chargés de mission, qu'est-ce qu'elles font? Elles travaillent pour organiser les évaluations, donc les visites qui vont avoir lieu. Je vais en dire quelques mots à l'instant. Pour co-rédiger les rapports d'évaluation aussi. Donc, ce n'est pas uniquement les experts qui vont les rédiger, c'est aussi les personnes qui travaillent dans le bureau du CNE. Et puis, c'est cette personne-là, ces chargés de mission qui vont élaborer la méthodologie de l'évaluation du CNE et qui vont notamment participer à un groupe de travail, là aussi conjoint avec la CPU, donc avec le bureau de la CPU, pour essayer d'élaborer une méthodologie de l'évaluation des universités. Alors, quel est le processus de ces évaluations? Peut-être, pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passait concrètement finalement, parce qu'on a peut-être une petite idée en connaissant le fonctionnement de l'HCERES aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en était à cette époque-là?
Dès 1985, donc quand le CNE a commencé à fonctionner, en fait, les 5 premières évaluations qui ont eu lieu ont été faites sur demande des établissements. Donc il y a 5 universités qui voulaient se faire évaluer par le CNE à ce moment-là. Il y avait par exemple l'université d'Angers, qui se présentait comme jeune université en croissance, avec particulièrement peu de moyens matériels et humains. Et donc, ça laisse entendre un petit peu aussi que pour une université, ça pouvait aussi se faire évaluer, pouvait aussi servir à objectiver ses besoins, ses difficultés. Donc voilà comment ça avait l'air d'être perçu. Donc, comment se passe une évaluation ? Il y a donc une première visite où il y a 2 personnes du comité du CNE qui viennent sur place avec 2 autres membres du bureau du CNE qui vont, donc quand je dis sur place, ils vont rencontrer en fait la présidence de l'établissement et les directions des composantes, donc doyens, etc. Pour d'abord clarifier les objectifs de l'évaluation et pour discuter en fait des éventuels problèmes qui ont pu mener à la demande d'évaluation par l'établissement, ou pour discuter quel est le contexte précis dans lequel on va mener cette évaluation, quels sont vos besoins, etc. Donc, quand même, une certaine co-construction. Et ensuite, ces personnes, donc le CNE, va demander à leurs interlocuteurs, donc présidence et direction de composantes, une liste d'items, comme ils disent, une liste d'items à renseigner, donc des informations à donner, en quelque sorte. Donc, ça correspond à l'image que j'ai à droite et que je vais commenter dans un instant. Et donc, c'est seulement une fois que le CNE a obtenu ces informations de l'établissement sur lui-même qu'il va composer une liste d'experts, donc d'évaluateurs, qui sont censés venir sur place ensuite faire la véritable évaluation. Une liste donc entre 15 et 30 personnes en fonction de la taille de l'établissement, en fonction de la composition disciplinaire, etc. Et qui sont ces experts, là aussi, pour en dire juste quelques mots rapidement, ce sont des enseignants-chercheurs français à 90%, qui sont extérieurs aux établissements, à l'établissement évalué et extérieurs aux organismes ministériels. Voilà un peu les critères dans les grandes lignes. Il reste donc 10% d'autres personnes qui peuvent être des personnalités extérieures qui viennent d'entreprises, de collectivités territoriales ou autres. Et puis, parmi ces experts enseignants-chercheurs, il peut y en avoir qui sont, on va dire, des enseignants-chercheurs lambda, mais qui sont sollicités pour leur expertise disciplinaire, et d'autres qui sont aussi sollicités pour, là encore, leur fonction de direction qu'ils ont pu avoir dans le SR. Donc, il y a aussi des évaluateurs experts qui ont été présidents d'université, directeurs de composantes ou autres. Ces experts, ils vont venir sur place pendant 2 à 4 jours, visiter du coup l'établissement. Encore une fois, ils vont essentiellement rencontrer la présidence, les directions de composantes, vont en fonction de leur spécialité pouvoir aussi rencontrer certains personnels administratifs, des responsables de formation, éventuellement quelques enseignants-chercheurs lambda, mais encore une fois, voilà, la majorité des interactions se fait avec les directions des composantes. Et enfin, il y a une 3e et dernière visite où le CNE vient présenter son rapport d'évaluation écrit, où la présidence d'université et les directions de composantes sont présents et peuvent répondre, etc. Et ensuite, le rapport est publié, etc., etc. Voilà un peu pour qu'est-ce qui se passe quand un établissement est évalué. Et donc, encore une fois, cette évaluation se fait à l'échelle des établissements. Donc, voilà, l'ensemble des activités qui ont lieu dans l'établissement. Et justement, la question des critères, entre guillemets, va se poser ici. Donc, comment est-ce que le CNE proposait d'évaluer, à quelle aune cette instance proposait d'évaluer les établissements? Eh bien, en fait, ce qu'ils appelaient liste d'items, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait un questionnaire d'auto-évaluation et qui était à chaque fois reconstruit avec l'établissement. Donc, il n'y avait pas vraiment de liste de critères très, très fixés, très établis. Il n'y a pas vraiment d'indicateurs, pas vraiment de critères de qualité très, très clairs, mais des guides d'évaluation élaborés par le groupe de travail méthodologie du CNE, dont je parlais,
Et en fait, il n'y aura pas réellement de protocole d'évaluation écrit avant 2003 au CNE. Et donc, qu'est-ce qu'ils regardent? Parce qu'on veut quand même un peu savoir, bon, s'il n'y a pas de critères, qu'est-ce qu'ils font en fait? Donc, il y a ces rubriques-là que vous avez là sur la capture d'écran que j'ai faite. Donc, ils vont, pour chaque établissement, ils vont s'intéresser à ces activités de recherche. Et là, ce qu'ils disent, c'est, eh bien, donnez-nous des informations sur la formation à la recherche par la recherche que vous faites. Donc, en fait, la formation doctorale, en quelque sorte. Et puis, ça sera des choses assez classiques sur, voilà, qu'est-ce qu'il en est des publications, des produits de la recherche, quelle valorisation, quelle diffusion de la recherche est faite dans votre établissement. Et donc, on demande à l'établissement de présenter ça, donc de faire cette auto-évaluation à ce sujet. Deuxième sujet sur lesquels ils sont questionnés, c'est l'enseignement. Et donc là, le CNE veut savoir quelles sont les formations que vous proposez. Ensuite, quelles sont les difficultés, les problèmes de vos enseignants? Une question qui est beaucoup posée. Et puis, encore une fois, ça sera des choses assez classiques comme quel est le nombre d'étudiants inscrits, le taux d'encadrement, les taux de réussite aux examens, les durées moyennes d'obtention de diplôme, les débouchés. Donc voilà, là, on revient sur des choses assez classiques. Ensuite, le CNE veut avoir des informations sur la gestion et la vie de l'établissement. Donc, c'est le point 4 ici. Et là, ce qu'il demande, c'est d'avoir une présentation de la structure organisationnelle de l'établissement, mais aussi tout un tas d'informations RH sur les recrutements, les conditions de travail, les équipements et les services, les dépenses par étudiant, les dépenses par enseignant, donc voilà, y compris des informations budgétaires. Concernant les relations extérieures, là aussi, ça ne sera pas très surprenant. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quels sont les partenariats établis par l'établissement, en gros, avec les collectivités, les industries, à l'international, etc. Et dernier point, qui, à mon sens, est le plus important dans ce que met en avant le CNE, c'est la politique générale et les projets d'avenir, comme ils disent. Donc, ils veulent, en fait, et là aussi j'ai repris un peu des citations, le CNE veut voir si les universités savent innover, si elles ont des projets audacieux et si elles ont de l'initiative. Voilà, donc on pourra revenir à ça. Donc voilà, pour le redire un peu autrement aussi, ils vont utiliser, oui, quelques indicateurs chiffrés, mais ils vont directement dire les limites. Ils disent qu'ils s'en méfient. Ils disent que on ne peut pas évaluer une université uniquement sur, par exemple, la réussite aux examens par les étudiants, etc., etc. Ils s'interdisent par ailleurs aussi les classements universitaires, malgré le fait que, comme ils disent, les étudiants et les employeurs en demandent, puisque, comme ils disent, il y a plusieurs sortes d'excellence. Et donc, là encore, on revient vraiment sur cette idée, cet objectif de diversification des universités, au final, et que, voilà, il n'y aurait pas un critère à l'aune desquels on pourrait tous les juger. Donc, ils insistent beaucoup, en fait, sur l'importance de partir des préoccupations locales de chaque établissement, de laisser aux établissements eux-mêmes, en fait, et aux évaluateurs ensuite sur le terrain, le soin de définir davantage les critères et donc de définir qu'est-ce que l'évaluation va venir regarder. Donc voilà un peu comment le CNE fonctionne. Et si on se repose la question un peu de, du coup, qu'est-ce qu'il a fait, le CNE? Si on en tire le bilan, encore une fois, je repose un peu cette question de est-ce que c'est une coquille vide? Qu'est-ce qu'il a fait, le CNE? Il a, dans un premier temps, instauré l'habitude de s'évaluer dans les universités, et il a contribué à, finalement, faire émerger des métiers de l'évaluation des universités, par notamment ce que j'appelais le travail méthodologique qui était mené dans le bureau du CNE et en lien avec la CPU. Ensuite, effectivement, on constate et on peut constater que, en fait, le CNE a eu peu d'effets. Ces évaluations ont eu peu d'effets. Et justement, elles voulaient avoir peu d'effets en quelque sorte. Déjà, ce qu'il disait sur l'attribution budgétaire, etc. Les peu d'effets, on peut les expliquer aussi d'une part parce que le CNE s'adresse aux présidences,
font des recommandations aux présidences, mais en fait, dans les années 80, les présidences n'ont pas encore énormément de pouvoir dans les universités, et à ce moment-là, les interlocuteurs, par exemple, du ministère, sont encore beaucoup les facultés, et pas encore les présidences. Deuxième élément, c'est que, justement, au-delà des présidences et des directions de composantes, il y a peu eu d'effets et d'interactions avec le CNE dans les universités. Et donc, peut-être qu'en dessous, du coup, dans les universités, on a peu de souvenirs aussi du CNE et de cette évaluation. Et donc, dans les mémoires collectives, aussi cette impression que, voilà, il n'y a pas eu énormément d'effets. Et peu d'effets aussi, comme je disais, parce que peu de contraintes au final qui sont imposées par cette évaluation-là. Et dernier élément, quels impacts de ce CNE? Il a contribué à, finalement, essayer d'harmoniser les pratiques d'évaluation en Europe, parce que dès le début des années 90, il s'est investi dans un projet pilote européen qui a été monté dans le sillage du processus de Bologne, donc avec cette ambition de d'harmoniser un espace de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'évaluation des universités. Et donc, le bureau du CNE s'est beaucoup investi dans ce projet pilote avec d'autres pays, notamment le Danemark, les Pays-Bas et d'autres, et a donc en fait contribué aussi à finalement faire circuler des manières d'évaluer les universités au niveau européen. Voilà un peu pour le bilan. Donc, en France, le CNE, c'est l'histoire d'aspiration au changement de quelques personnalités, de dirigeants universitaires et de structures, des aspirations qui sont étouffées dans l'œuf par un gouvernement à ce moment-là qui maintient largement une organisation universitaire centraliste centralisée. Et malgré du coup des ambitions de changement qui restent vivaces, dans le travail des évaluateurs, et quand je dis évaluateurs, je parle du comité, du bureau et des experts qui viennent sur place. Donc, des ambitions de changement qui restent vivaces, mais les effets sur les universités restent limités, hormis de leur faire ces exercices, finalement, de visite et ces exercices de rapport d'évaluation. Je voulais vous dire quelques mots aussi de qu'est-ce qui se passe à la fin des années 90. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles mon enquête s'était arrêtée à la fin des années 90 pour étudier ce comité national d'évaluation. Donc déjà, dans la moitié des années 90, pardon, en fait, le CNE aura terminé d'évaluer toutes les universités en France, donc aura fini son premier tour en quelque sorte. Il va ensuite entamer un deuxième tour allégé, donc retourner dans chaque université et voir juste dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu des évolutions, des changements entre la première évaluation et ce moment-là. Mais donc voilà, une difficulté à se réinventer aussi finalement par ce CNE au bout du premier tour une fois accompli de tous les établissements. Ensuite, ce que je disais, un CNE qui s'investit beaucoup dans la coopération européenne, donc avec ce projet pilote aussi dès 1993. Cet investissement au niveau européen, notamment, va aussi contribuer à ce que le CNE souhaite formaliser un protocole d'évaluation de manière un peu plus cadrée, on va dire, et par écrit, et notamment dans ce livre des références qu'ils vont rédiger en 2003 et qui, en fait, est un premier protocole d'évaluation vraiment rédigé par le CNE. À la fin des années 90, il y a aussi un renouvellement important du bureau, donc en termes de nouvelles personnes qui peuplent ce bureau, avec un nouveau délégué général à la tête de ce bureau. Et on va de plus en plus aussi observer que les personnes qui peuplent le bureau du CNE vont être de plus en plus recrutées parmi les professionnels de l'évaluation. Donc, ils vont venir en fait d'entreprises d'audit et pas forcément être recrutés dans d'autres structures, d'autres instances de l'ESR, comme c'était le cas tout au début. Ce qu'on observe aussi, c'est une impression, en tout cas, d'un léger déclin du prestige des membres du comité. Je vous parlais de toutes ces institutions prestigieuses par lesquelles étaient passés les membres du CNE à la fin des années 80. Donc, ce prestige-là aussi, on a l'impression qu'il décline un petit peu.
Et puis, eh bien, en 2004, le CNE est mis en affaires courantes. Donc voilà, il ne peut plus fonctionner, le ministère ne nomme plus de nouveaux mandats. Et il sera ensuite remplacé finalement par l'AERES en 2007 sur le mode d'une rupture relative, en tout cas du point de vue du CNE, qui présente la chose de la manière suivante. Le premier président de l'AERES vient du ministère et amène avec lui des conseillers du ministère dans le bureau de cette nouvelle instance d'évaluation. Ça, c'est beaucoup critiqué par les anciens du CNE, puisque le CNE s'était tant attaché à dire nous, on n'est pas le ministère et on veut justement être indépendant du ministère. Avec aussi, du point de vue du CNE, un dédain apparemment pour son travail, pour sa méthodologie d'évaluation par ce premier mandat à l'AERES. Et puis, une évaluation aussi beaucoup plus centrée au départ sur l'évaluation de la recherche et moins sur l'enseignement supérieur. Donc, voilà un peu les éléments de rupture du point de vue du CNE, en tout cas, sur cette transition. Clémentine nous en dira plus, évidemment, sur le travail de l'AERES. Mais juste avant de passer à ça, je voulais faire une petite synthèse de l'histoire du CNE que je voulais vous présenter ce soir. Donc, tout d'abord, l'expansion universitaire, depuis les années 1960, c'est un contexte explicatif important de l'émergence de cette évaluation. C'est peut-être une banalité, mais c'est vraiment un des contextes importants qui permet de comprendre ce phénomène. Ces bouleversements démographiques, ils modifient en profondeur le rôle des universités dans la société. Les universités ont une nouvelle fonction sociale. Et donc, pour remplir cette nouvelle fonction sociale, il y a des personnes qui sont à l'origine de cette évaluation, qui veulent aider les universités à pouvoir remplir cette nouvelle fonction sociale. Notamment, réduire les réglementations nationales, donner les outils aux universités pour pouvoir se transformer, modifier leur offre de formation, mieux allouer leurs fonds, qui déjà à l'époque vont en diminuant. Donc voilà le premier élément. Deuxième élément, cette instance d'évaluation des années 80, elle est à la fois le fruit de négociations en fait, entre universités et gouvernement, et elle doit aussi servir d'intermédiaire, justement, entre universités et ministères. Donc la CPU disait un ménisque. Laurent Schwartz parlait de feedback. Donc voilà, on est sur cette fonction d'intermédiaire. Et donc, introduire l'évaluation, en fait, c'est aussi chercher à renégocier les tâches, les pouvoirs respectifs, les responsabilités entre ministère et université. Et donc, une conclusion un peu connexe à celle-ci, c'est de constater que c'est une histoire aussi largement endogène aux universités. L'évaluation, elle vient de l'intérieur du monde universitaire, alors d'une partie du monde universitaire, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui serait imposé, importé par le haut ou par l'extérieur. Et puis, troisième conclusion, si vous voulez, en conséquence, les procédés qui vont se stabiliser là dans les années 80-90 sous le nom d'évaluation doivent essentiellement être réalisés pour et par les entités évaluées. Et c'est pour ça que l'étape d'évaluation de soi ou d'auto-évaluation par les universités est si centrale dans les processus installés ici. C'est aussi pourquoi le CNE lui-même ne définit pas tant en amont du processus qu'est-ce qui fait la qualité de l'enseignement, qu'est-ce qui fait la qualité d'un établissement ou de la recherche, et que cette définition-là, elle est largement laissée aux pairs, finalement, qui composent les comités d'évaluation. Et c'est aussi pourquoi les évaluateurs mettent tant d'efforts dans ces années-là à expliquer qu'il faut partir des préoccupations locales des universités dans la réalisation de ces visites d'évaluation. Peu de contraintes sont imposées par le CNE, mais même dans les années 80 et 90, l'évaluation, ce n'est pas uniquement un exercice émancipateur plein de vertus formatives. Il est aussi porteur de contraintes, même si elles sont très très faibles, dans le cas français. Dans d'autres pays, ça a moins été le cas. On peut penser premièrement au focus qu'il porte, lui, donc le CNE, sur les présidences et les directions de composantes. Ça véhicule l'idée, et on l'a vu un peu dans la liste d'items, qu'une bonne université et donc une bonne présidence,
c'est celle qui décide activement de son offre de formation, c'est celle qui a des projets audacieux, c'est celle qui a de l'initiative. Et deuxième chose que le CNE véhicule réellement, c'est, encore une fois, cette habitude dans les établissements de s'évaluer et d'être évalué.